Nouvelle édition sur le RTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. Reprise des travaux de construction de la voie Komé-Lokossa-Dogbo. Après une pause observée, le chantier reprend de plus belle. À suivre le constat de nos reporters. Renforcement de capacité des professionnels des médias en enquête journalistique. Une formation a démarré à cet effet à la Maison des médias à Cotonou. « 6 février, date de commémoration de la journée contre la mutilation génitale. Le ministre des Affaires sociales a donné de la voix pour dénoncer cette pratique. À suivre son message dans cette édition. Bienvenue, si vous nous rejoignez, les gestionnaires de crédit du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique rencontrent leur lettre de mission. La ministre a sacrifié ainsi à la tradition. C'est l'événement spécial qui s'est déroulé au cérémonial des couleurs de ce lundi 6 février dans l'enceinte du dit ministère. Ousmane Tchakwe, Joromongo. Nous devons être le modèle d'une administration performante, d'une administration de développement moderne et efficace au service de la nation. C'est pour atteindre cet objectif que Marie-Odile Atanasso a fait d'une pierre deux coups ce lundi matin au cérémonial des couleurs. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est l'un des départements clés de l'axe stratégique 5 du programme d'action de gouvernement consacré à l'amélioration de la performance de l'éducation. Ces lettres adressent aux bénéficiaires des missions bien précises. La mission de chaque structure est clairement définie et déclinée en activités et tâches dans le plan de travail annuel validé. Les moyens de leur réalisation sont mis à votre disposition car pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le budget d'investissement de notre ministère est passé de 5 milliards à 34 milliards, soit un accroissement de 484%. La volonté politique du gouvernement, l'engagement des partenaires techniques et financiers, la conviction, la détermination et le professionnalisme de chacun de nous permettront d'atteindre les résultats escomptés et de placer le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au premier rang des ministères qui ont réussi leur mission. Le ministre dit compter sur la volonté au travail et l'engagement de tous pour l'atteinte des objectifs fixés à ce ministère stratégique dans le système éducatif. Et puis la construction de la voie Kolodo reprend de plus belle. C'est ce que l'on peut constater depuis le 1er février, date limite de démarrage décrétée par le directeur général des infrastructures. Henri Fachina et Varizo Mao ont fait le constat. Regardez leur reportage. Le mois dernier, il a été constaté qu'en plus de la libération de l'espace public en bordure de la voie Kolodo, la construction du collecteur d'eau usé à Komé freinait aussi l'évolution des travaux. 3 semaines après le passage de la mission de contrôle du directeur général des infrastructures sur les lieux, les travaux ont bel et bien repris. Jusqu'à présent, nous sommes dans le tempo. Nous croyons que les ouvrages seront livrés à bonne date. L'essentiel pour nous, c'est de faire des travaux de qualité, de bonne qualité. Parce que ce n'est pas un ouvrage qui sera exécuté et détruit demain. C'est pour des années. Donc pour nous, l'essentiel, c'est la qualité des travaux. La bitume prend progressivement place à Komé où les populations se réjouissent de l'avancée des travaux. Ça va, ça nous dérange un peu, mais jamais on ne peut faire l'omelette et ça pourtant casser les œufs. Moi, je constate que les œufs sont cassés, ils sont en train de faire l'omelette et bientôt, nous aurons une satisfaction. Maintenant, c'est bon, ça va. Mais avant, là, ça va être 2 mois ou bien 1 mois, pareil, 2 mois comme ça. Ça n'allait pas et on criait. Mais maintenant, je crois que ça va. Ça marche très bien. À votre avis, oui, à mon avis, ça marche très bien. En évoluant le long du trajet Komé-Lokossa, il est loisible de constater par endroits des tas de fer qui sortent de terre, présageant de l'apparition d'un pont très prochainement. Déjà avant la date du 1er février 2017, autant les populations se sont investies dans la libération de l'espace aux abords de la voie Kolodo, autant la mairie de Lokossa a fait le ménage en abattant les arbres qui sont dans l'emprise de la route. Il y a l'As Kolodo qui passe
Si nous ne les détruisons pas, les engins vont nous les détruire. Ce faisant, la mairie a autorisé l'abattage. Ça, c'est organisé par la mairie. Il n'est souvent pas souhaitable d'abattre des arbres. Cependant, dans le cadre du projet de voie bitumée commun Lokossa-Dobo, certains arbres se trouvent dans l'emprise. Les études ont été faites régulièrement. Ces arbres ont été identifiés par avance et ont fait l'objet d'un traitement particulier. Le chantier Kolodo avance donc au grand bonheur des populations du Bono-Koufo, même si les désagréments ne sont pas occultés. Et puis aujourd'hui, 6 février, la communauté internationale célèbre la journée tolérance zéro à la mutilation génitale féminine. À cet effet, le ministre des Affaires sociales a donné de la voix pour dénoncer la pratique et féliciter les communautés, les autorités locales et les ONG qui se sont déclarées favorables à l'abandon de ce fléau. On l'écoute au micro de William Tioki. Par la loi 2003-03 du 3 mars 2003, portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines renforcée par la loi 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes et aux filles, le Bénin s'est engagé dans une lutte implacable contre les pratiques qui entravent l'épanouissement des filles et des femmes. Toutefois, malgré l'existence du cadre juridique et en dépit des multiples campagnes de sensibilisation, de reconversion des exciseuses, la pratique de l'excision persiste et on note encore quelques poches de résistance, surtout dans les zones frontalières du Bénin. Les départements les plus touchés sont l'Atakora, la Donga, le plateau avec une forte prévalence dans le Borgou et la Liborie, où l'on enregistre respectivement 41% et 26%. Il convient de conjuguer nos efforts pour découdre définitivement avec l'excision et ces nouvelles stratégies transfrontalières. Changer de comportement est désormais un impératif. Le gouvernement du Bénin, à travers mon département ministériel, vous rassure de son engagement à éradiquer ce fléau et voudrait compter sur votre disponibilité à œuvrer avec tous les partenaires. Tous engagés pour la cause noble, disons non aux violences faites aux femmes et aux filles, non à la mutilation génitale féminine, non à la complicité coupable de la population. Un tour à l'hôpital où le député René Bagoudou, au chevet des malades de l'hôpital de zone de Banikwara, il y est allé, les bras chargés d'enveloppes financières. Firmin Bassao et Elviga Mensan nous en parlent. Un sourire qui traduit ici la joie et la guérison. De l'argent frais pour les malades hospitalisés de l'hôpital de zone de Banikwara, mais aussi pour le personnel. Un acte de philanthropie posé par l'élu de la 2e circonscription électorale. L'hôpital de Banikwara, c'est un grand hôpital qui reçoit les malades de tous les points. Et nous avons eu la chance d'avoir un docteur reconnu sur le plan national, et régional et international. Il était de bon ton que moi, en tant qu'élu de la commune, de lui rendre visite et m'enquérir des difficultés auxquelles l'hôpital est confronté ici aussi. Prendre l'état de santé aussi des malades, leur apporter de la joie. Ce que l'honorable vient d'apporter à l'hôpital, c'est d'abord la joie. Un vendredi, pour nous autres croyants, on se dit quand même que vraiment c'est de l'aumône et nous ne pouvons que souhaiter, n'est-ce pas, que Dieu accepte l'aumône et qu'il exauce les intentions et toute la charité qui a été, n'est-ce pas, transmise ce matin. Pour donner plus de visibilité à son action, le député René Bagoudou se fait accompagner par de nombreuses personnalités, dont l'artiste humoriste ivoirien Gouhou. Je suis honorable, mais honorable parce que nous, notre métier aussi, ça consiste à soigner. Et ce matin, nous sommes venus donc à l'hôpital de Banikwara. Ce petit brin d'humour, ce n'est pas 1 million qui amène le malade à retrouver le sourire et la santé.
Mais déjà la présence et puis le petit geste, c'est très important. Quand la joie apparaît dans le cœur d'un malade, c'est rien que la guérison. Donc je suis venu, par la grâce de Dieu, leur apporter la guérison ce matin. Le député René Bagoudou n'entend pas s'arrêter à ce seul geste. On marque un arrêt à la Maison des médias de Cotonou, lancement ce matin d'un atelier des formateurs en enquête journalistique initié par la Maison des médias et financé par Osiwa. Cet atelier a pour objectif de renforcer la capacité des participants pour mieux encadrer leurs collaborateurs en enquête journalistique dans les organes de presse. Le compte-rendu de Bénédicte Amouzou présenté par Blaise Adampo. Les journalistes béninois pourront désormais aborder avec aisance l'enquête. Cet atelier de formation vient les inciter à mieux s'intéresser à l'investigation. Pour le directeur de la Maison des médias, c'est une formation qui va s'étendre sur plusieurs modules. C'est une série d'activités. La toute première, c'est celle que nous organisons ce matin. Et ça ne va pas s'arrêter là parce que c'est plusieurs sessions que nous allons organiser. Après les journalistes, et après, disons, les rédacteurs en chef qui sont à des postes où ils peuvent prendre des initiatives. Et à partir de jeudi, on va aussi former des journalistes. Le président de l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias a saisi l'occasion pour remercier les partenaires financiers et exhorter les participants à prendre au sérieux les apports des experts afin que l'investigation ne soit plus un genre rare. À Osiwa, au nom de toute la presse béninoise, je voudrais dire un grand merci. Je pense qu'il est utile de demander aux participants de pouvoir s'ouvrir à l'apport des experts de façon à ce que les échanges puissent nous conduire à impacter au mieux les professionnels des médias béninois. Cet atelier d'échange est prévu pour durer 3 jours. Les professionnels des médias seront mieux outillés sur les techniques de l'enquête journalistique, surtout en ces temps d'éclosion des réseaux sociaux. Et on parle de notre quotidien à présent, on ne s'en passe presque plus, vorace en crédit. Ces appareils envahissent le quotidien et tentent parfois à plomber les relations humaines. Il s'agit des smartphones. Une question, est-ce un nouveau type d'opium, une nouvelle forme de dépendance pour les utilisateurs? Ronald Robinson et Simon Villon nous en parlent dans ce reportage. Je n'arrive pas à laisser mon portable smartphone et aller prendre mon cahier sans que je ne sois gêné du fait qu'il y a des amis qui m'attendent au bout de la ligne. Une domination évidente et quasi irrésistible des téléphones mobiles dans la vie de cette génération connectée. À preuve, c'est à contre-cœur que certains se séparent de leur smartphone. Il y a eu des moments où on est soucieux. Par exemple, la galère, ça fait souffrir et ça fait réfléchir. Donc il n'y a pas le temps pour appuyer le portable parce qu'il faut faire forfait. C'est de l'argent qui fait tout ça là. Chaque semaine, il fallait recharger. Or maintenant, me voilà ici au campus. Il faut des polycopes pour certaines choses, donc il faut économiser aussi. Lorsque c'était gâté, je ne me sentais pas trop bien. Les messages me manquaient, tout ça là. Chaque chose à son temps. Vous voyez des amis qui s'invitent à prendre un pot ensemble, mais ils n'ont plus le temps de parler entre eux. Ils sont en train de pianoter sur leur clavier. Il y a un seuil que dépasser, il se crée une sorte d'accoutumance, une sorte de dépendance morbide du téléphone, ce qui rend un peu comme dans le cas d'accoutumance à la drogue, ces sujets incapables de faire autre chose, et quand on leur arrache le smartphone, ils en deviennent malades. Il est important que les ONG se saisissent de ces aspects de la vie et fassent des sensibilisations, même une éducation à l'utilisation, n'est-ce pas, rationnelle des smartphones. Alban semble avoir trouvé la bonne formule. Tout dépend de l'organisation journalière. Par exemple, à partir du cours de 8 heures, mon téléphone est éteint et à midi, je reprends. Après 1 heure de temps, je l'éteins, je travaille un peu avant 14 heures. J'ai fait l'expérience, quand ça reste allumé, on est déconcentré. Envahissant certes ces smartphones, d'après les spécialistes, toutefois, leur utilisation rationnelle est encore possible. On parle de cette conférence internationale interreligieuse organisée par la Fondation Espace Afrique qui a pris fin dimanche. Les participants se sont engagés à vivre ensemble pour une cohabitation pacifique. Ramatoul Lawani, Jérôme Mongbo. La rencontre spirituelle de la Fondation Espace Afrique a réuni un nombre impressionnant de confessions religieuses. Plusieurs communications ont soutenu les échanges riches et variés. Chacune des confessions religieuses ici représentées a eu la possibilité de s'exprimer avec les autres, mais toujours dans la cordialité et l'écoute réciproque.
Les religieux présents ont fait la prière de clôture selon leur confession. Ces genres de rencontres permettent à chacun de nous, qu'il soit d'une religion ou de l'autre, de nous d'accorder nos violons sur un certain nombre de principes afin de pouvoir garantir la paix, la sécurité. Que nous puissions nous mettre tous au travail pour nous connaître l'autre, et pour pouvoir le connaître, il faut le laisser s'exprimer, il faut qu'on le respecte, et quand il s'exprime, on comprend mieux ce pourquoi il est en train de vivre ce qu'il vit, d'être ce qu'il est. Après l'aspect théorique, ils doivent aller au contact des populations pour les sensibiliser à vivre ensemble dans la tolérance en vue de garantir un monde sans violence basé sur l'acceptation de l'autre. On parle littérature, un nouvel ouvrage dans les bacs des bibliothèques et librairies. Son titre, L'amour sous les arbres et sous les herbes. Son auteur, Valentin Rouneau. Un Valentin qui parle d'amour, c'est un prélude à la fête dite des amoureux. Le commentaire d'Ine Bouraïma, Patrick Yossou. Un recueil de 11 nouvelles réparties sur 209 pages. Et c'est la troisième nouvelle éponyme qui donne son titre à l'ouvrage, L'amour sous les arbres et dans les herbes. Sous l'ombre d'un 14 février, Saint-Valentin, qui peut être intéressé par cette œuvre d'un Valentin parlant d'amour. Oui, tous ceux qui aiment peuvent trouver leur compte dans cet ouvrage, puisqu'il s'agit essentiellement de l'amour à travers toutes les 11 nouvelles. Maintenant, il leur faudra apprendre en lisant à savoir aimer. Savoir aimer, comme déjà dans la première nouvelle intitulée La Convention de vente. Dans cette nouvelle, il s'agit d'un homme, un maçon de profession, et qui, en dehors de son épouse à la maison, a voulu s'enticher d'une maîtresse en ville. Une maîtresse qui traînait derrière elle une dette de 2 millions environ. La gendarmerie a cru devoir la rechercher. L'homme, Meyeba, c'est son nom, a voulu venir en aide à cette maîtresse en se décidant de vendre sa maison. La maison qui abrite sa femme et ses enfants. La femme a eu l'ingénieuse idée de lui subtiliser les papiers de cette maison-là. Meyeba s'en sortira-t-il sans que les flammes de cet amour ne le brûlent? La réponse dans cet ouvrage perché sur les rayons de toutes les grandes librairies de la place, de Cotonou à Parakou. Direction l'Allemagne, Angela Merkel compte bien rester aux commandes en Allemagne. La chancelière sera candidate pour briguer un 4e mandat. Reportage. Angela Merkel sera la candidate de la droite allemande aux élections législatives en septembre prochain. Lundi, à Munich, les chrétiens sociaux de Bavière se sont finalement ralliés aux chrétiens démocrates pour soutenir la chancelière. Opposé à la politique migratoire d'Angela Merkel, le chef de la CSU a fait ses calculs. On doit éviter une coalition de gauche, dit-il. On est unis parce que nous avons beaucoup de points communs entre la CDU et la CSU. C'est la meilleure protection contre une coalition de gauche. Les deux partis frères de la droite allemande doivent maintenant se mettre d'accord sur un programme commun pour résister aux sociodémocrates, car la droite allemande est désormais sur la défensive face à Martin Schulz. Depuis sa désignation la semaine dernière, l'ancien président du Parlement européen a dopé le SPD dans les sondages. Schulz talonne désormais Merkel de quelques points, une remontée spectaculaire et un encouragement à 8 mois des élections. Avant donc de parler du sacre des Camerounais, voyons en France François Fillon, le candidat des Républicains à l'élection présidentielle qui s'est exprimé face aux Français. Il a présenté ses excuses au peuple et reconnaît avoir employé sa femme et ses enfants comme collaborateurs. Écoutons un extrait de sa conférence de presse. En travaillant avec ma femme et mes enfants, j'ai privilégié cette collaboration de confiance qui aujourd'hui suscite la défiance. C'était une erreur. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. Oui, j'ai employé mon épouse comme collaboratrice. Elle a ensuite été la collaboratrice de mon suppléant. Elle est encore redevenue ma collaboratrice par la suite. Elle a donc occupé ce poste pendant 15 ans.
Et ceci pour un montant moyen de rémunération mensuelle de 3 677 € net. Pourquoi rembourserais-je des sommes qui correspondent au travail de ma femme? Je vous pose la question. J'ai dit tout à l'heure que je comprenais l'évolution de l'opinion sur ces questions, que je regrettais de ne pas l'avoir, au fond, compris plus tôt. J'ai dit tout à l'heure que je voulais participer à l'évolution du statut des parlementaires sans donner de leçons. Mais ma femme a travaillé. Et j'ai donné la preuve de ce travail. Elle a donné la preuve de ce travail. J'ai pris cette accusation dans l'estomac. Oui, elle m'a déstabilisé. Oui, je ne pouvais pas m'attendre à une telle violence. Oui, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à réagir. J'ai mis du temps à mesurer que le ciel m'était tombé sur la tête. Je le reconnais. Mais maintenant, c'est fait. Maintenant, je suis debout. Je suis un parlementaire ancien. J'ai été élu pour la première fois en 1981. C'est vrai que j'ai peut-être mis un peu plus de temps qu'il n'aurait fallu à comprendre et à entendre les évolutions de la société sur les sujets dont nous parlons. Pour autant, je n'ai pas enfreint la loi. Voyons à présent le bonheur des Camerounais, champions d'Afrique. Les Lions indomptables ont battu les Pharaons par 2-1. Cette rencontre a été suivie au village de la Canne, situé au stade de l'Amitié. Le ministre des Sports et Loisirs a aussi suivi cette rencontre dans cet espace. Suivons l'ambiance qui a prévalu après la victoire des Camerounais, suivi des propos de Oswald Omeki, le ministre des Sports. Tous les soirs, il y avait des férus du football qui venaient se rassembler et on vivait la fièvre du football tous les soirs. Quand nous initions ce projet, le but pour nous était de permettre à nos compatriotes de certaines communes du pays de venir partager et vivre ensemble la joie que procurent les matchs de football. Nous avons pu, pour cette première phase, impacter 5 zones géographiques, Porto-Novo, Abomey, Azové, Cotonou et Parakou. Et je sais que mes compatriotes de l'ensemble des communes auraient souhaité qu'on installe des villages d'Akan, mais qu'ils comprennent que c'était une phase expérimentale. Nous sommes heureux, vous avez vu vous-même ici le monde. Il y a autant de monde à Abomey, à Porto-Novo, à Azové, à Parakou. Et donc nous sommes plutôt satisfaits de cette initiative. Nous remercions tous ceux qui sont venus vivre ensemble les matchs de football. Et nous croyons que, en tout cas pour les prochaines éditions de la Coupe d'Afrique, nous allons faire l'effort d'aller au-delà de 5 villes. Nous irons un peu plus loin pour le bonheur des Béninois. Voilà l'ambiance au stade Mathieu Kérékou après le sacre des Camerounais. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité, à très bientôt.